Damien Lijard, bonjour. Bonjour. Euh, Damien, je vais te laisser te présenter en quelques mots, s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous raconter c'est quoi ton parcours? C'était quoi ta vie avant le 13 mai 2024? Avant le 13 mai, j'étais élagueur à mon compte, principalement sur Nouméa depuis quelques temps, mais sinon sur tout le territoire. Mon boulot, c'était de grimper aux arbres un peu compliqués pour les couper, entre autres. Et j'avais une vie tout à fait simple avec ma copine et un projet de départ vers la métropole pour vivre une autre vie, continuer ma vie. Voilà. C'est quoi ton parcours étudiant? T'as fait où tes études? J'ai arrêté les études assez vite. J'ai oscillé entre la Nouvelle-Calédonie et l'Europe pour voyager. Je suis tombé sur le métier d'arboriste grimpeur il y a 10 ans. Et je suis revenu sur le territoire il y a 10 ans pour y exercer ce métier. Avant ça, j'ai surtout baroudé et fait un peu n'importe quoi comme la jeunesse peut l'exiger. Euh, et puis j'ai trouvé ce métier qui m'a donné ma stabilité, un rôle que j'aimais. J'ai pu redécouvrir la Nouvelle-Calédonie avec ce métier en travaillant dans le nord, énormément dans la forêt, un endroit que j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai plus appris en 10 ans d'entrepreneuriat que dans le peu d'études que j'ai faites. Moi, quand je t'ai rencontré, je t'ai d'abord connu par communication radio, dans un quartier de Nouméa où on s'est retrouvé bloqué pendant plusieurs semaines. Ton autre code, alors, c'était OPS. Tu encadrais un groupe de 6 observateurs, armés de fusils à longue portée, qui se relayaient toutes les nuits par binôme pour assurer la surveillance du quartier et également de ceux qui se trouvaient autour. Je te remercie de bien vouloir témoigner aujourd'hui parce qu'on a entendu beaucoup de fausses vérités sur ce qui pouvait se passer sur les barricades, les voisins vigilants, la milice blanche armée, tout ça. Très peu de gens osent parler aujourd'hui à visage découvert par peur des représailles. Et je trouve ça d'autant plus intéressant que ce soit toi parce que voilà, je peux témoigner de ce que tu as fait, de l'environnement dans lequel tu as évolué. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous raconter comment est-ce qu'on se retrouve du jour au lendemain à s'organiser sur environ 6 rues résidentielles, plusieurs centaines d'habitations avec des dizaines de voisins qui montent des barricades, s'arment avec ce qu'ils trouvent, mettent des foulards sur leur visage pour assurer la protection de leur quartier? Pour moi, ça a commencé par des manifestations sur les ronds-points qui me semblaient normales, qui me semblaient presque habituelles entre le conflit des rouleurs et autres qu'on a pu connaître. Donc au départ, j'ai senti un changement d'ambiance avec la présence de nombreux jeunes qui n'avaient pas forcément l'air d'être encadrés. Donc l'ambiance a commencé à changer. Et j'ai dû annuler un premier chantier parce que mes collègues ne pouvaient pas se rendre sur le terrain de façon sécurisée. Donc il était hors de question qu'on prenne plus de risques sur la route qu'au travail, qui est déjà assez dangereux comme ça. Et le soir même, la ville était en feu. Euh, Moi, je ne suis pas vraiment les réseaux sociaux, donc j'ai juste vu qu'il y avait vraisemblablement des violences qui se passaient à droite et à gauche. Donc j'ai commencé simplement par sortir de la maison pour juste fumer une cigarette et m'imprégner un peu de la réalité de l'environnement direct. J'ai pu y croiser un gars de l'immeuble qui, comme moi, était en train de regarder autour et de commencer à protéger le quartier pour les mêmes raisons que moi. On a notre famille à l'intérieur de cet immeuble. Rapidement, en quelques heures, tout le monde est sorti.
Les voisins sortaient voir ce qui se passait, puis il y a eu des gens pour proposer une organisation de défense du quartier. Et je pense que le vrai déclencheur, ça a été quand on a compris que les forces de l'ordre seraient pas là. Mm. Ouais. Et là, vu la quantité de violence dont on était témoin, en l'absence des forces de l'ordre, on a compris qu'il faudrait qu'on se prépare au pire. Moi, personnellement, je possède pas d'arme à feu. Donc, j'avais que ma présence à opposer, du moins au départ. Mais rapidement, il y a eu plusieurs armes à feu qui sont sorties. Et moi, de mon point de vue, c'est simplement que quand on ne sait pas le niveau de violence qu'on va nous impliquer, Mhm. qu'on nous a appliqué, on se prépare, encore une fois, on se prépare au pire et aussi à la supériorité numérique. Au départ, on ne savait pas si on pouvait avoir une centaine Mhm. de personnes violentes, mal intentionnées, qui viendraient s'en prendre à des civils, à nos familles. Et donc, on s'est préparé. Au pire, je parlerai pas à la place des gens qui étaient en possession d'armes à feu et qui ont leurs propres idées sur leur emploi. Moi, pour moi, ça a toujours été, c'est toujours l'extrême recours. C'est pour protéger la vie et, et pas pour appliquer une opinion. Donc, assez rapidement, j'ai assumé un peu de leadership pour assurer la sécurité. Déjà des gens qui étaient autour, parce que la présence des armes à feu, elle peut créer des incidents très regrettables. Donc, Mhm. organiser un petit peu ça. Et puis, quand ils ont décidé de monter une barricade, moi, je n'y suis pas allé parce que mon but, c'est de protéger ma famille qui est pas à la barricade. Ma Oui. famille, elle est dans l'immeuble, elle compte Mhm. pas bouger de cet immeuble. Et donc, moi, je sécurise mon immeuble et voilà. Donc, comme on avait une position en hauteur avec une bonne vue, ma plus-value, ça a plutôt été de pouvoir observer et identifier qui fait quoi. Est-ce que les gens qu'on a en face sont vraiment hostiles ou pas. Est-ce que c'est des voisins du quartier? Est-ce que c'est des forces de l'ordre? Est-ce que c'est éventuellement des émeutiers? Si oui, est-ce qu'ils sont vraiment dans une démarche d'agression vis-à-vis des gens du quartier? Et je me sentais mieux ou dans la rue, ou sur un toit, ou à observer et à surveiller, plutôt que cloîtré chez moi. Donc voilà, là. Ensuite, effectivement, comme tu l'as dit, on était équipé d'armes à feu, notamment des fusils à longue portée. Moi, je suis très conscient de la gravité de, de ce que c'est, de se retrouver alors qu'on n'est pas force de l'ordre et qu'on n'est pas euh, militaire, on est des gens normaux avec un métier normal, et là on se retrouve avec une arme à feu à côté de nous. Je suis très conscient que ce sera pas pour, de mon point de vue en tout cas, ce n'est pas pour faire n'importe quoi, comme on dit, c'est simplement que je laisserai pas des choses horribles arriver à mes proches, et même si moi je dois salir mon âme et prendre une décision aussi lourde que de tirer sur quelqu'un. Euh, donc la gestion de l'armement, ça a été un gros sujet. Ouais. Euh, Mhm.
la sélection des gens qui sont dans l'équipe de surveillance aussi, parce que à la fois il faut, même, je vais parler pour moi, ce qui a été dur, c'est de me préparer à aller au bout. C'est-à-dire que si vraiment quelqu'un aurait décidé de s'en prendre à des innocents, et notamment à ma famille, ou à moi-même, hein, j'aurais pas eu, j'aurais eu un choix à faire, que de soit le laisser faire, et puis voilà, soit intervenir, et dans ce cas-là, d'une manière vraiment grave, quoi, pour parler clairement, abattre un homme. Et ça a été très dur pour moi parce que je suis pas formé pour ça. Moi, je suis formé à grimper aux arbres, pas à tuer des gens, et j'ai pas envie de faire ça. J'ai mes propres opinions politiques qui sont à des kilomètres de celles qui sont défendues par les différents partis. Je suis pas un votant. Euh, je... Et donc je me sens pas concerné par les revendications politiques des uns et des autres. Moi, c'est la seule chose que je protégeais, c'était ma famille. Et ça, c'est ma patrie à moi, c'est mon drapeau. Mm. Et, euh, et effectivement, je me suis un peu éloigné de la première ligne, où je sentais que j'aurais pas l'indépendance de pensée et d'action que je souhaite avoir pour faire ça. Je suis apte à observer, à donner des informations, s'il le faut, à intervenir. Mais je veux pas me retrouver, je voulais pas me retrouver dans une dynamique qui n'est pas la mienne. Mhm. Par exemple, la solution fortifiée, c'est pas ma solution, c'est pas mon premier choix en matière de défense de quartier. Faire une barricade et faire une sorte de forteresse et me cacher derrière des murs. Je comprends que. Je pense que c'est une solution quand on n'a pas le temps de s'organiser, qu'on n'est pas. On n'est pas des militaires, on n'a pas les moyens de communication. Ça peut être une solution, mais par contre, moi personnellement, je préfère être dans l'ombre, observer et accumuler des informations et, et ensuite éventuellement prendre des décisions. Voilà, donc il fallait dans mon équipe à la fois des gens qui souhaitent pas se servir d'une arme pour X raisons, X ou Y, hein, ni pour faire peur, ni pour appuyer une rhétorique, mais par contre qui soient capables de l'utiliser si, pour faire Ouais. du mal à quelqu'un si c'était nécessaire. Donc ça s'est passé comme ça s'est passé que, comme tu dis, on est passé très rapidement, en moins de 24 heures, d'élagueurs, de banquiers, d'agents de surveillance, à de la guérilla urbaine. On s'est préparé au pire. Mm. On ne savait pas ce qu'on avait en face de nous. On ne savait pas si on n'allait pas avoir 200 gars qui se pointaient avec renfort de pick-up, avec des armes à feu, et qui voudraient en découdre, et qui voudraient faire du mal aux gens. On s'est préparé à cette éventualité-là. Ça n'est pas arrivé. Et on est resté prêt pendant des semaines à ça. Et c'est ensuite qu'il a fallu parler de désescalade et que moi-même j'ai dû travailler sur moi pour essayer de mieux comprendre, mieux cerner la situation, mieux cerner les émeutiers euh, pour adapter mon comportement. Euh, donc là, les armes, ça a été un sujet au niveau territorial parce qu'elles ont été utilisées par, a priori, par toutes les parties. Mhm.
Nous, très rapidement, on a mis en place ce que les militaires appellent des règles d'engagement, c'est-à-dire on n'utilisera l'arme que dans des cas très précis qu'on détermine à l'avance. Et tant que les cases n'ont pas été cochées, on n'utilisera pas d'arme à feu. Et je pense qu'on a bien fait de faire ça. Mhm. Je pense que j'étais plus à l'aise avec un groupe réduit, mobile, plutôt que sur une barricade. Avec, Quand tu dis mobile, je précise, c'est mobile dans le quartier pour assurer des rondes. oui, voilà. C'est pas Alors, mobile, on monte dans des pick-up et on va promener avec... non, bah Non. non. Mais c'est là justement que se fait la différence, je pense, hein, il me semble, entre ce qu'on appelle les milices armées Hmm, et de l'autre côté les voisins vigilants qui, certes, il faut bien le reconnaître, dans un pays où il y a 100 000 armes en circulation, effectivement, il y avait des armes, hmm. mais avec une organisation pardon, et un vrai sens des responsabilités pour 99,9% des gens qui Oui, s'occupaient de ça. là, effectivement, ben, il faudra. La définition des mots, Mhm. c'est pas quelque chose qui est très à la mode en ce Ouais. moment. Du coup, ça nous permet de les utiliser à tort et à travers et de dire par la suite que c'est pas ce qu'on voulait dire ou que finalement il fallait interpréter différemment. Bon, on va pas s'étendre là-dessus, mais effectivement, pour moi, une milice, Mhm. c'est dans l'optique d'être agressif, Mhm. c'est-à-dire d'aller chercher le contact. Moi, de ce qu'on a fait, c'est Mhm. je me suis pas écarté de plus de 200 mètres de mon lieu de vie, euh, et je comptais pas le faire. On attendait que la violence vienne à nous, et on s'est préparé à ce que la violence vienne à nous, sans le souhaiter. Et je ne nous considère pas comme une milice, effectivement, parce qu'on n'est pas allé chercher le contact avec des gens qui ont un autre drapeau à défendre, quoi. Mhm. Nous, on n'a fait que défendre la zone où on habite. Euh, Excuse-moi de te couper. Tu parles de drapeau. Dans l'équipe que tu as composée d'observateurs, c'était qui? C'était que des loyalistes avec la hache républicaine tatouée sur le torse ou non, bah, mon premier collaborateur, c'est un Kanak, un métis, comme moi d'ailleurs. Ça, ça se voit peut-être moins chez moi Mhm. que chez lui. C'est quelqu'un qui a des convictions politiques indépendantistes dont il est fier. Euh, Et pourquoi il était avec toi à protéger le quartier? ben, parce que bon, on était les deux premiers dans la rue au niveau de D'accord. notre lieu de vie. Lui, c'est parce que il était d'accord pour faire des mouvements de protestation vis-à-vis du dégel du corps électoral, mais pas pour tout détruire, pas pour tout brûler, et encore moins pour faire du mal à des gens qui n'ont rien demandé. Et donc, il était présent parce qu'il était révolté contre les exactions qui étaient menées par les émeutiers et qui ne comprenaient pas la démarche de destruction systématique qu'ils avaient engagée. Euh, on a beaucoup parlé de politique euh, parce qu'on faisait des quarts de surveillance de 6 heures où on a le temps d'échanger et ça a toujours été la même chose quand je parlais de politique, parce que c'est mon expérience personnelle, mais avec des indépendantistes. Euh, il y a une volonté d'aller au fond des choses, bien comprendre les choses, de s'ouvrir à la pensée de l'autre et de ne pas aller dans l'extrême. Ah, mais mais j'ai toujours senti qu'on en était tous capables.
Et c'est pour ça qu'en moins de 24 heures, on s'est tous... Il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui ont pu passer de leur vie normale à une vie de combattant. C'est parce qu'au fond, on a tous ça en nous, peut-être plus les hommes, peut-être qu'il y a beaucoup de testostérone dans certains discours, et dans certaines actions. Mais en tout cas, on a senti que la violence, c'est un choix qu'on n'a pas fait, qu'on ne fait pas au quotidien, mais au final, dont on est tous capables. C'est une chose qu'on a en nous, et là, on a eu besoin d'échanger sur la nécessité, au contraire, d'aller vers de l'apaisement, vers du dialogue, parce que on savait que si on se laissait aller à la violence, malheureusement, ça pouvait aller très loin, très très loin. Et ça a été très intéressant de surveiller le quartier avec une personne indépendantiste et kanak, parce que du coup, moi j'ai pu avoir les deux sons de cloche. Dire ok, on a des revendications politiques, ok, il y a des injustices, ok, tout ça, et on peut en parler. Mais là, quand on est en train de faire ça, on est en train de détruire les chances. On est en train de détruire toutes les chances. Détruire les capacités des gens vulnérables dans toutes les communautés à survivre. Et il n'y a aucun projet. Le projet indépendantiste, moi, de ce que j'en ai compris, il ne veut pas ça. Et donc là, je pense que les exactions qui ont été commises, même si elles ont une source politique, même si elles ont été éventuellement souhaitées par des politiciens, organisées, elles ne sont pas représentatives de ce qu'est la pensée indépendantiste telle qu'elle est vécue par des gens qui vivent déjà ensemble. Ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe quand on lâche, quand on est dans le chaos, quand la loi, quand les lois sont plus appliquées, sont plus respectées. Voilà, on dit, moi quand j'étais jeune, on m'aurait dit, ça y est, il y a plus de, t'es plus obligé d'aller à l'école, t'es plus obligé d'aller travailler, il n'y a plus de loi. Si maintenant on arrive à casser suffisamment de choses, on est libre de faire tout ce qu'on veut. J'aurais jamais eu la sagesse à 16 ans de revenir en arrière. Et mon sentiment, c'est que c'est ce qui s'est passé. Et au final, c'est cette personne qui a réussi à me mettre dans la démarche de désescalade. Parce qu'on était très inquiets, y compris lui, de la présence de gens en face de nous qui auraient été armés aussi de fusils à lunettes et qui auraient été dans la démarche de tirer sur des civils. Donc on a passé énormément de temps à surveiller et à se mettre à la place de l'autre et à se demander, bon, est-ce que vraiment ils en sont là? Est-ce que vraiment c'est ça l'objectif? Et on n'en savait rien. Et au final, c'est lui, par ses contacts, qui a réussi à me dire, écoute, pour moi, il n'y a pas... Il n'y a pas de... En tout cas, en face de nous, on n'a pas de sniper organisé, on n'a pas de groupe armé qui veut faire les choses proprement, entre guillemets, tactiquement, et puis qui va essayer de faire des descentes comme ça. En face de nous, on a les jeunes dealers, les jeunes voyous, entre guillemets, habituels qui habitent dans les cités. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on en est arrivé à cette situation. C'est pas mon travail, j'ai peut-être pas assez de connaissances pour le dire. C'est évident qu'il y a des problèmes socio-économiques qui rentrent en jeu.
Mais au final, en face de nous, on avait plutôt des jeunes qui ont profité du chaos et du fait que la police était complètement submergée pour laisser libre cours à leurs instincts et, à- et faire de la merde. Et donc, c'est pour ça que nous, notre façon de surveiller le quartier, à partir de cette information, devait évoluer vers quelque chose de plus normal, c'est-à-dire vers une surveillance de quartier, ou la surveillance qu'aurait pu effectuer une agence de surveillance autour d'un magasin ou de quelque chose comme ça. Ça a été une information très importante pour moi que je lui ai demandé de confirmer, parce qu'à partir de là, on arrêtait de s'inquiéter de ce qui pouvait, d'une balle qui traverse la fenêtre, de groupes armés qui viendraient de nuit discrètement pour s'en prendre aux gens. Et on a commencé à se dire non, en face de nous, écoute, c'est juste des, pardon de l'expression, mais ici on la partage tous, c'est juste les jeunes branleurs qui se lâchent, en fait. Et donc, effectivement, si ils ont bien vu que quand ils s'approchaient de la barricade, ça pouvait être dangereux pour eux, parce que tout le monde n'a pas les mêmes règles d'engagement que moi. Bah, disons que dans les premières heures, c'était quand même violent. Pendant la première nuit et les 2 premières nuits, ça a été particulièrement violent quand même. Je pense qu'ils ont essayé de faire peur avec leur violence, qu'ils se sont dit qu'ils allaient pouvoir passer en force parce qu'ils étaient nombreux et extrêmement violents. Sauf que il n'y a pas besoin d'être, c'est ce qu'on a vu pendant ces émeutes, il n'y a pas besoin d'être d'être jeune, canaque, indépendantiste et énervé pour faire peur à quelqu'un, en fait. Et pour combattre. Les gens en face, dans les quartiers, étaient prêts à combattre. Et ce sont des combattants au même titre que des gens très déterminés qu'on peut avoir du côté des émeutiers. Et donc, en fait, il y a une violence qui a été opposée à eux. Pour certains, il y a certains cas, il y a des balles qui sont parties. Et ce niveau de violence qui a été opposé, il a fait réfléchir beaucoup de gens, puisque ensuite, ça a diminué. Ensuite, la violence s'est répercutée sur les forces de l'ordre, mais les gens n'ont pas réessayé d'utiliser la violence frontalement. Et je pense que ce qui a fait peur, c'est les menaces verbales, le feu, les cocktails Molotov, j'allume une voiture, je la lance dans la descente. Ça, c'était quand même barge. En fait, à ce moment-là, on ne peut que se dire que c'est un assaut qu'on a en face de nous, sûr, et que si on ne résiste pas, on va le payer très cher. On va peut-être être blessé, mourir. Peut-être que nos proches vont être violés, blessés ou tués. Donc, dans ces moments-là, on fait un choix qui est évident. Attraper une arme, montrer qu'on est prêt à s'en servir. Malheureusement, si ça ne suffit pas, s'en servir. Maintenant, c'est dans quelles conditions ont été tirés les coups de feu. Moi, personnellement, j'y étais pas. Je suis pas à la place de la personne qui a utilisé son arme. Donc, ce sera à elle d'écrire ou de vivre avec ce qui s'est passé. Moi, ma conviction, c'est que quand on est prêt à appliquer un tel niveau de violence pour défendre ses idées, on doit être prêt aux conséquences qui vont avec. Le temps passe vite et on pourrait en parler longtemps. Je me permets de te poser une dernière question. Vu les conditions d'un Nouméa qui se couvre de barricades, de gens armés,
de simples battes de baseball jusqu'à des armes longue portée. Euh, il n'y a eu, ouvrez les guillemets, hein, c'est très difficile à dire, mais il n'y a eu que 9 morts comparativement à un nombre de gens impliqués et équipés. Ça aurait pu dégénérer 10 fois plus que ça n'a dégénéré. Est-ce qu'il faut y voir, selon toi, un sursaut de civilisation et de vivre ensemble, ou de façon plus cynique, une espèce d'ultime retenue par instinct de survie? Est-ce que la prochaine fois, ça pourrait aller au bout? Ou est-ce que, somme toute, on s'est quand même retrouvé face à face avec des gens qu'on connaît? On se connaît, on vit ensemble, on, on sait un peu on sait un peu le type de personne qu'on a en face de nous. On sait qu'on peut faire un peu n'importe quoi, être caillafou, mais on n'est pas non plus, on n'est pas des tarés, on n'est pas des sauvages en Calédonie, quelle que soit la communauté de la personne. On sait quand même quelles sont les limites. On accorde en fait de la valeur à la vie. C'est ça, on accorde encore de la valeur à la vie. Et utiliser une arme à feu pour abattre quelqu'un, ce qui est compliqué, c'est est-ce que là c'est justifié? Parce que le type qui se balade dans le quartier en tirant des coups de feu en l'air et en hurlant Kanaki et qui fait ci et qui casse un panneau et qui fout le feu au magasin, et c'est quoi? C'est déjà une bonne raison de lui tirer dessus ou pas? Et finalement, s'il vient avec 30 potes à lui et qu'ils nous disent, ben là maintenant, vous foutez le camp de chez vous et puis on casse tout, est-ce que ça, tant que tu as la possibilité de partir, de lui obéir et de sortir de chez toi, et puis tant pis, tu iras faire ta vie ailleurs, et puis est-ce que c'est une bonne raison de le faire? Ou est-ce qu'il faut attendre qu'il ait les mains sur ta copine? Parce que si tu fais rien, si ça se trouve, ça va s'arrêter. Mais peut-être pas. Mm. Et en fait, la question de l'utilisation de la violence, malheureusement, elle est un peu déséquilibrée, dans le sens où quand quelqu'un a décidé, vas-y, je suis lâcher prise totale, roue libre totale, je descends dans le quartier, je fais nimp, etc., je suis prêt à tout parce que j'ai 3 grammes, ou sous en fait, ou un truc comme ça. Lui, en fait, il a déjà décidé qu'il était dans l'agression, et c'est la personne qui défend qui doit se demander à quel moment elle est dans la légitime défense et à quel moment elle est dans l'utilisation abusive de la violence. C'est pas l'agresseur qui se pose cette question. Et donc les voisins vigilants se battent littéralement avec les 2 mains dans le dos parce que la police passe à côté en te disant bon courage, merci. Oui. D'accord, sauf que nous, si on utilise mal la violence parce qu'on a mal évalué une situation, ensuite on va aller devant la justice. Donc on se pose cette question-là, c'est une question que ne se posent pas les métiers. Et donc, est-ce que ça va péter? Oui, ça va péter. Moi, c'est mon avis. Pour moi, c'est le début. C'est oui, ok, c'est aller loin, d'accord, mais bientôt, les gens... Enfin, le monde entier, il évolue pas vers plus de sens. Il évolue pas vers plus d'entraide, vers plus de... Il se complique. L'approvisionnement énergétique va se contracter, la géopolitique va se complexifier, les relations entre les pays se tendent, le climat change vers quelque chose de plus complexe. Si on travaille pas de manière acharnée pour pas que ça arrive, ça va finir dans un bain de sang ou dans quelque chose qu'on ne souhaite pas, mais qui est un effondrement. Un effondrement de la petite civilisation qu'est la Nouvelle-Calédonie. Ce qu'on a vu avec les événements, c'est qu'elle était, cette civilisation, beaucoup plus fragile
que ce qu'on pensait. Et cette fragilité, elle n'a pas été... ça ne s'est pas amélioré avec ce qui s'est passé. Pour moi, ça s'est empiré. Et pour être tout à fait clair, en ne laissant pas la place à la politique de qualité, c'est-à-dire à du débat public, en donnant peu de valeur finalement à la définition des mots avant de débattre, en donnant peu de valeur à notre adversaire d'opinion, parce qu'après tout le monde sait que c'est un con puisqu'il ne pense pas comme nous. En fait, en face, moi en face là, de ce que je vois de mon pays, de la Calédonie, ben c'est juste des gens qui sont pas assez éduqués, qui donnent pas assez de valeur à la connaissance, à la philosophie, à tout ça pour pouvoir prendre des décisions qui vont aller ailleurs que vers de la confrontation. Et la confrontation, effectivement, là il y a les forces de l'ordre. L'effort de violence des indépendantistes, il est dirigé vers les forces de l'ordre. Ce que je pense vraiment, c'est que si elles n'étaient pas là, les forces de l'ordre, cette violence, on se l'appliquerait les uns aux autres. Des milices, il y en aurait des deux côtés, c'est-à-dire des groupes de civils qui s'organisent, qui s'arment, qui s'organisent de façon paramilitaire et qui vont chercher à acquérir du territoire, à contrôler ces territoires-là, contrôler ces zones de façon militaire. Ça, si demain les forces de l'ordre elles s'en vont, on va le vivre. Oui. Là, dans les premiers jours avant qu'elles arrivent, t'en étais pas loin. La violence, c'est la facilité. Quand la situation est complexe, on va vers la facilité. Quand la situation va être encore plus complexe, on ira vers la facilité, on ira vers la violence. Damien Lijard, merci. Merci à toi.